Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition. Si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une ambiance qui reste toujours constructive sur les marchés d'actions et pour les actifs risqués en général. Un chiffre pour caractériser cette ambiance constructive qu'on connaît depuis le début de l'année 2024 et même la fin de l'année 2023, c'est de voir le S&P 500, l'indice large américain, le baromètre mondial de la santé des marchés actions américains et donc mondiaux, qui a battu 17 records en 11 semaines. Et la série est en cours, bien sûr, mais ça montre bien effectivement cet appétit pour le risque aujourd'hui chez les investisseurs. Dans un contexte où les éléments d'équilibre entre croissance et inflation ne semblent plus tellement inquiéter les marchés. On sort d'un rapport sur l'inflation aux États-Unis qui a pu amener quelques surprises à la hausse sans remettre en question du côté des investisseurs, en tout cas l'idée que le chemin de désinflation va pouvoir se poursuivre et que la Fed sera en capacité d'entamer des baisses de taux à compter du mois de juin prochain. Ce calendrier reste pour l'instant celui du marché. Nous pourrons en discuter avec nos invités dans un instant. Du côté des éléments techniques, on surveillera l'échéance ce vendredi, échéance mensuelle sur les marchés avec l'expiration de différents produits dérivés, contrats futurs sur indice ou encore options sur indice, des facteurs techniques peut-être qui seront à prendre en compte au cours des dernières séances de la semaine. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur la grande étude de référence concernant les dividendes mondiaux, une étude trimestrielle qui vient parachever l'ensemble de l'année 2023 et qui signale un montant record de dividendes versés dans le monde l'an dernier à plus d'1,6 trillion de dollars. Plus de 85% des sociétés qui sont analysées dans ce baromètre publié par Janus Henderson, je le dis, 85% des sociétés ont maintenu, voire augmenté leurs dividendes l'an dernier. Le responsable du développement de Janus Henderson pour la France, Charles-Henri Herman, sera avec nous en plateau à 17h45 pour revenir en détail sur les derniers éléments de cette étude. Une ambiance toujours constructive et de nouveaux records donc sur les marchés boursiers. Le point en ouverture de Smart Bourse, c'est chaque soir avec Pauline Gratel. Le CAC vole de record en record et dépasse ainsi les 8150 points aujourd'hui. La bourse de Paris et les marchés européens profitent de la hausse d'hier à Wall Street. Rappelons-le, plus 1,5% pour le Nasdaq Composite et le S&P 500 grimpait de plus de 1% en clôture avec l'envolée d'Oracle qui publiait des résultats solides. Wall Street qui ouvre sur une note un peu plus mesurée aujourd'hui avec notamment une baisse de Nvidia de 3% à l'ouverture et de Tesla, à nouveau dégradé par un analyste. Le titre chute de 3,5%. Dans le même temps, on note que le Bitcoin franchit de nouveaux records et atteint la barre des 73 000 $ aujourd'hui. Dans les infos importantes du jour, la plus forte hausse du jour hors CAC est signée Vallourec qui prend 10% après l'annonce de l'entrée d'ArcelorMittal à son capital qui reprend les 28% du capital que le fonds américain Apollo détenait. ArcelorMittal débourse ainsi près de 1 milliard d'euros pour cette participation chez Vallourec et devient donc le nouvel actionnaire de référence. BNP Paribas renforce ses efforts de réduction des coûts. Le groupe annonce revoir à la hausse le montant de son plan de réduction des coûts sur la période 2022-2025 et vise un bénéfice net en hausse en 2024. Le titre de la banque progresse de 3% au cours de la séance. Dans les autres moteurs de cette séance à Paris, 4 poids lourds du CAC sont à des niveaux records. Hermès, EssilorLuxottica, Air Liquide et Vinci. Mais la plus grosse hausse du Stoxx 600, elle revient à Zalando aujourd'hui, plus 16% au cours de la séance. Le groupe prévoit notamment d'augmenter sa croissance cette année.
Le propriétaire de Zara, Inditex, fait état d'une augmentation de plus de 30% de son bénéfice net au titre de l'année 2023 à 5,4 milliards d'euros. C'est conforme aux attentes des analystes. Cette année, Inditex creuse l'écart avec H&M, son principal concurrent, en proposant des prix encore moins chers. Le groupe récompense ses actionnaires avec une augmentation de 28% de son dividende. Le titre prend 2% à Madrid et est à son plus haut historique. Restons dans le prêt-à-porter et parlons maintenant d'Adidas qui met en garde sur une situation dégradée en Amérique du Nord. La marque de sport est en perte nette de 75 millions d'euros en 2023, loin, très loin du gain de 612 millions l'année précédente et avec un chiffre d'affaires de 21,4 milliards d'euros en baisse de 5%. Le groupe annonce également des prévisions pour 2024 inférieures aux attentes. Le titre cède 1% en Allemagne. Du côté des indicateurs, les prix à la production industrielle en zone euro pour le mois de janvier baissent plus que prévu de 3,2% sur un mois, alors que les analystes anticipaient une baisse de 1,5%. Les données de décembre ont été révisées à plus 1,6% contre 2,6% en première lecture. Demain, les investisseurs prendront connaissance des prix à la production industrielle et des ventes de détail pour février aux États-Unis. Enfin, sur le plan micro, les résultats d'Adobe seront publiés. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florent Martini est à nos côtés, directeur de la gestion chez Trecento Asset Management. Bonsoir Florent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Franck Dixmier de nous accompagner également. Bonsoir Franck. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors et Alexandre Drabovic, directeur des investissements d'Indosuez Wealth Management, est également avec nous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. On va parler de cette ambiance, je le disais, constructive sur les actifs risqués, sur les marchés actions, avec des records battus quasiment tous les jours. Mais un mot de la toile de fond macro, peut-être Alexandre, pour commencer. On commence à avoir une vision assez précise de la dynamique de la conjoncture au premier trimestre, notamment aux États-Unis. On a eu encore le dernier rapport sur l'inflation, le rapport sur l'emploi. On aura les ventes au détail devant nous pour mesurer un peu la santé du consommateur américain. Est-ce qu'on reste dans un schéma de croissance résiliente, mais désinflationniste? Oui, je pense que c'est vraiment l'environnement actuel. À ce propos, ce qu'on peut dire sur la croissance, non seulement elle a été résiliente, mais elle a plutôt surpris à maintes reprises. Voilà, pour tous les économistes qui, depuis un an, nous disaient la récession va venir et c'est pour bientôt. 2 ans, Alexandre. Voilà. Le chiffre était que l'année dernière, il y avait quand même 584 économistes qui avaient prévu une récession en 2024. Et ça explique finalement comment tout le monde s'est trompé et pourquoi les investisseurs ont retourné finalement leur veste sur la croissance. Il faut s'en féliciter. C'est plutôt une bonne nouvelle. Nous-mêmes, et très récemment, par exemple, chez Indosuez, on a révisé notre prévision de croissance pour le PIB américain de 1%. On est passé à 2,3%. Et on l'a fait en une seule fois. Ouais. Donc on voit bien qu'il faut réaliser qu'il y a cette insolence de l'économie américaine. Il faut prendre acte. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, les marchés le voient également. Cette fois-ci, une bonne nouvelle et réellement une bonne nouvelle pour les actifs financiers et les scénarios macro. Parce que vous le disiez, on a une décrue de l'inflation. On était à 10% à une certaine époque. On va débattre aujourd'hui. Et oui, effectivement, le chiffre hier n'était pas... La décrue ne se fait pas aussi vite qu'on l'attendait. Mais je note quand même que l'inflation cœur, qui a fait peur le mois dernier, finalement, elle a baissé un tout petit peu à 3,8, mais c'est quand même le plus bas depuis mai 2021. Ouais. Donc, c'est pas si mal. Ce qu'on voit dans ce chiffre d'inflation, et ce qui, je pense, est rassurant pour le marché qui s'est inquiété de la petite bosse du mois de janvier en disant « Ah, ça ne sera pas aussi linéaire qu'on pensait. Peut-être qu'on va avoir une partie de l'inflation, et notamment celle des services, qu'on ne maîtrise pas et que la Fed n'arrive pas à dégonfler. On s'aperçoit qu'à l'intérieur des services, on a une grande partie qui est en décrue. Et ce qui reste, en fait, qui peut préoccuper, c'est la partie dite logement. Ouais. Alors, c'est une spécificité américaine. On ne retrouve pas cette mesure de l'inflation des loyers, et notamment, quelle serait l'inflation de votre loyer quand vous êtes propriétaire, qui est une mesure spécifique américaine. Qui ne paye pas de loyer, par principe, le propriétaire. Voilà. C'est là où il y a quelque chose d'assez fantasmagorique dans cette mesure-là. Voilà, mais si vous enlevez en fait ces notions, alors... Oui. Et ça pèse 30% du CPI, c'est ça, toute cette composante logement. Hein. Oui, c'est ça. Mais si vous enlevez en fait ce que Powell regarde, le supercore,
eh bien là, la décrue est toujours bien enclenchée et c'est plutôt rassurant. En tout cas, ça va toujours dans le sens où la Banque centrale américaine pourra baisser ses taux un peu plus tard que prévu. L'année dernière, on était plutôt tout le temps à dire plus haut pour plus longtemps. Cette année, c'est plus bas, mais plus tard. Est-ce qu'on est dans cet équilibre, effectivement, où la croissance peut se poursuivre avec, en parallèle, une mécanique de désinflation, quand bien même elle serait peut-être un peu plus lente, et une banque centrale américaine qui serait en position de recalibrer le réglage de sa politique monétaire à un moment cette année, peut-être à partir du mois de juin. Est-ce que ce calendrier tient toujours la route, Franck ? Oui, pour nous, oui. Mais j'ajouterais juste un point. En termes de panorama macroéconomique, il y a quelque chose quand même d'assez frappant. C'est cette divergence, cette différence de positionnement dans le cycle macro entre les États-Unis et la zone euro. Donc les États-Unis sont en phase de ralentissement, avec une économie qui reste extrêmement résiliente, on l'a vu, hein, un marché de l'emploi qui est, enfin, avec des créations d'emplois qui sont toujours importantes, et on n'est pas très loin encore du plein emploi aux États-Unis, alors que l'activité en zone euro a touché un point bas fin 2023. Ouais. Donc on a un décalage cyclique là qui est intéressant, parce qu'il ne se lie pas à travers la corrélation qu'on a sur les marchés de taux. Sur les 20 dernières années, on n'a jamais vu une corrélation aussi forte entre le marché des treasuries, donc les emprunts d'État américains, et les emprunts d'État en zone euro, donc le Bund, grosso modo. C'est intéressant. C'est intéressant parce que ça crée des opportunités, en fait. Il y a vraiment des positionnements, là, qui, notamment en duration de positionnement sur le courbe des taux, qui peuvent être mis à profit pour bénéficier de ce décalage conjoncturel. Alors maintenant, sur le calendrier, donc l'inflation fait de la résistance. C'est vraiment l'enseignement qu'on a des derniers chiffres. C'est absolument évident. Mais la big picture, c'est qu'on reste dans un environnement désinflationniste. Donc maintenant, il n'y a pas de renversement de cette situation. Non, surtout aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, on a des gains de productivité un peu supérieurs à 1%. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours ce thème des salaires et donc le prix des services. Le prix des services est encore trop élevé pour la Banque centrale. Mais finalement, cette hausse des salaires, elle est aussi absorbée par ces gains de productivité. Donc, on n'a pas du 1 pour 1 entre hausse des salaires et coût du travail. Grosse différence avec la zone euro. Et c'est là le point de vigilance, en fait, pour la Banque centrale européenne. Mais pour la Fed, alors c'est vrai qu'elle n'a pas aujourd'hui les arguments pour justifier une baisse de taux. Elle a un double mandat, la Fed, un plein emploi et stabilité des prix. Plein emploi, on y est presque. Donc, en fait, elle va se focaliser uniquement sur l'inflation. Elle n'a pas à baisser ses taux pour soutenir la croissance. La croissance va bien. Et sur l'inflation, c'est vrai qu'aujourd'hui, rien ne presse pour la Fed pour agir. Mais enfin, ils ont envoyé aussi quelques signaux et le calendrier de juin nous paraît être raisonnable. Cette situation qu'on décrit, Florent, on va en venir quand même au marché boursier. Visiblement, pour les equity, en tout cas pour les actions, c'est la situation, idéale. Alors peut-être que pour le marché obligataire, il y a quelques ajustements encore devant nous en termes de calendrier, de nombre de baisses de taux, etc. Mais pour les marchés actions, c'est plus le sujet. Ouais, c'est plus le sujet. Et puis, effectivement, il y a eu certains moments où on s'est inquiété de cette réaccélération potentielle de l'inflation. Sûr. Moi, ce que je lis au travers des résultats des entreprises et des discours des entreprises, c'est que cette réaccélération de l'inflation, il me semble qu'il y a deux tendances sous-jacentes assez fortes qui vont la caper. La première, et du coup je partage l'avis de Franck, c'est aux États-Unis notamment le fait que la productivité accélère et plus vite que les salaires réels. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui va continuer à accélérer parce que l'intelligence artificielle arrive. Et que j'entends beaucoup de dirigeants d'entreprise en parler. Donc vous croyez vraiment à un cycle de regain de productivité, je pense qu'on est sur une rente de lancement. Mais ça peut être beaucoup plus. Ça peut être beaucoup plus. Je pense qu'on est au départ et qu'on est vraiment sur une rampe de lancement. La semaine dernière, il y a le patron d'IBM qui disait mes équipes marketing pour faire une campagne publicitaire avant. Aujourd'hui, ils utilisent les outils d'Adobe. Avant, c'était 2 semaines. Maintenant, c'est 2 jours. Les développeurs qui utilisent Copilot de Microsoft, on a les premiers retours, c'est 50% de gain de productivité. Si je sors un peu de la techno, les avocats qui utilisent Lexis de chez Rilex, c'est plusieurs heures gagnées par jour dans leur recherche juridique.
Et ça, je crois que c'est un phénomène qu'il ne faut pas prendre à la légère. Je pense que ça va se diffuser dans beaucoup de secteurs. Et donc, cette productivité-là, je la vois continuer à accélérer aux États-Unis. Le deuxième point, la deuxième tendance de fond sous-jacente, c'est que les entreprises, elles ont toujours du mal à continuer à augmenter les prix. Ça continue, notamment dans la food, c'est compliqué. Nestlé a fait sa publication. Ouais. C'est 0% de croissance des volumes. Et ça fait plusieurs trimestres que ça dure. Et puis, le corollaire de ça, c'est que je vois des gardes prix qui se réinstallent un petit peu partout. Donc on le voit dans le retail. La semaine dernière, hier, il y avait Cole qui a publié, donc un gros retailer US, qui disait voilà, les discounts, c'est plus saisonnier, maintenant c'est tous les mois. On le voit dans la logistique, on le voit dans... Donc il y a vraiment une stratégie prix des entreprises qui a changé. Il y a une stratégie prix qui est en train de changer. Dans l'automobile, ça se voit très bien. Dans certaines parties de l'industrie, ça se voit. Et même dans la techno. Alors dans cet environnement, on disait on est dans une économie d'abonnement, de SaaS, etc. Il y a des stratégies de prix qui se mettent en place. Je crois que le plus emblématique, c'est Alibaba, qui a coupé ses prix sur le cloud de 50%. Il y a quelques semaines. Il y a une petite guerre entre Amazon Web Services et Microsoft sur le stockage de données. Et là, on a eu la fin des publications sur tout l'environnement de cybersécurité la semaine dernière. Et donc, il y a un des leaders mondiaux de la cybersécurité qui s'appelle Palo Alto, qui a complètement changé cette stratégie de prix. Parce qu'aujourd'hui, les clients, ce qu'ils veulent, c'est avoir une plateforme complète avec tous les modules de cybersécurité. Et il y a d'autres acteurs qui, ça, l'ont senti avant, un acteur comme CrowdStrike notamment. Et pour attirer les clients qui ne sont pas full Palo Alto dans leur offre, ils ont dit, bon ben voilà, les modules qui vous manquent, on vous les offre pendant 18 mois. Donc, voilà, moi je pense qu'il y a deux tendances sous-jacentes qui sont très fortes, qui vont caper cette inflation, cette réaccélération potentielle. Dans le contexte où on a des taux qui sont encore en territoire restrictif, avec le calendrier électoral qu'on connaît, je suis assez d'accord avec les deux autres interlocuteurs pour dire que le mois de juin, ça me semble assez raisonnable pour une première baisse de taux. C'est très américain ce que décrit Florent, là, gain de productivité, des stratégies prix d'entreprise qui évoluent. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver en Europe également à un moment ? On en discutait avant l'émission, mais dans la dernière conférence de presse de Christine Lagarde, la semaine dernière, elle émet l'hypothèse que, oui, les salaires vont devoir baisser un petit peu, mais qu'à côté de ça, le staff de la BCE imagine que on va connaître un regain de productivité également en zone euro, peut-être pas de l'ampleur des États-Unis, mais quand même quelque chose, et que les stratégies prix des entreprises vont évoluer également, et qu'une partie des coûts salariaux sera absorbée désormais par les marges et les profits des entreprises, plutôt que d'être repassée sans arrêt au client final. Alors, c'est une hypothèse forte de la part de la Banque Centrale Européenne. Parce que pour l'Europe, c'est des hypothèses fragiles, fortes, disons à confirmer. Ambitieuses. Ambitieuses, oui. Ambitieuses, parce que, enfin... On est en gain de productivité négatif. Donc on est on part de... Voilà, en zone euro, d'à peu près moins 1%. Donc, et c'est pour ça que la Banque Centrale Européenne est si nerveuse sur cette question des salaires. Et ça justifie d'ailleurs sa prudence extrême. Parce que la décélération de l'inflation, on la voit quand même. On la voit dans les chiffres, c'est assez clair. Mais sur les salaires, il y a cet indicateur des salaires négociés que la Banque Centrale Européenne suit d'extrêmement près. Donc au 4e trimestre, c'est un indicateur trimestriel. Au 4e trimestre, on avait plus 4,5% contre plus 4,7% au trimestre précédent, 3e trimestre 2023. Donc on est, sur une tendance positive, mais on est beaucoup trop haut. Et ce chiffre d'indicateur des salaires négociés au premier trimestre 2024 sera disponible en mai. Et c'est ça qui justifie en fait l'attentisme de la Banque Centrale Européenne. Alors peut-être qu'ils reviendront dessus. Ils ont toute l'attitude pour revenir dessus, peut-être avec plus de données. Et on a vu notamment que François Villeroy de Galhau, donc le gouverneur de la Banque de France, était quand même très très optimiste en donnant un calendrier printemps, en fait, en disant que la réunion de juin de la BCE est encore incluse dans le printemps. Oui, c'est du 21 mars au 21 juin. Voilà. Donc, il a un peu télégraphié. Ça couvre deux réunions de la BCE. Première baisse de taux de la BCE en juin, début juin. Voilà. Gardez la parole, Franck, et puis réaction aussi d'Alexandre. Qu'est-ce qui se passe après la première baisse de taux ? Moi, ça m'intéresse. Le timing, c'est important. Ça détermine quand même une partie du chemin et du chemin de baisse des taux qui vient ensuite. Mais
comment les banques centrales communiquent une fois que la première baisse de taux est délivrée, sachant que c'est déjà une communication qui n'est pas évidente aujourd'hui. Aux États-Unis, certains membres de la Fed s'inquiètent que la baisse de taux envoie un signal presque trop positif pour des investisseurs et des acteurs économiques qui seraient prêts à repartir de l'avant à l'assaut de la croissance, des investissements, etc. Peut-être un peu trop vite, trop fort, quoi. Oui, non, mais ça c'est le sujet. Enfin, il y a une très très bonne nouvelle donc, dans la deuxième partie de 2023, c'est que les banques centrales ont atteint le pic dans la hausse de taux. Ouais. Ça, déjà, ça a changé complètement le panorama. Et ça a généré d'ailleurs un rallye sur les taux qui était très excessif, mais on voit l'impact que ça a sur les marchés. La première baisse de taux, ça va être pareil. Ça va être la piqûre de rappel qu'on entre réellement dans un cycle. Ouais. Et on sait que ce cycle est extrêmement favorable aux actifs de taux et aux actifs risqués également. Enfin, ça va soutenir les valorisations des actions, des spreads, etc. Mais oui, après, toute la question, ça va être le calendrier, le timing. Et il y a des vraies questions structurelles, en fait. Quand vous regardez l'économie américaine, on en discute beaucoup avec nos économistes chez Allianz, Ludovic Subran, que vous connaissez. Ouais. Lui parle de mutation de l'économie américaine, qui encaisse de plus en plus de chocs d'offres, qui subit une réelle mutation sur le marché du travail, avec un déficit, en fait, de main-d'œuvre et de main-d'œuvre qualifiée. Donc, et avec la perspective des élections américaines, notamment, peut-être la perspective d'une administration Trump 2.0, on peut s'interroger aussi sur l'impact des nouvelles mesures que cette administration pourra prendre. Et si on prend pour argent comptant le programme qui est d'ores et déjà disponible, c'est absolument massif. C'est inflationniste, quoi. C'est clairement inflationniste. C'est très inflationniste. C'est extrêmement inflationniste. Extrêmement inflationniste. Voilà. Donc ça veut dire effectivement des c'est tarif pour tout le monde et on compense par des baisses d'impôts pour les ménages américains, quoi. Voilà, c'est ça. Donc beaucoup de questions, beaucoup de questions, mais ça c'est pas la question du jour. C'est une question qu'on commencera à se poser sans doute dans quelques semaines, quelques mois. Je pense que l'autre point à avoir en tête sur le jour où on va commencer à baisser les taux, c'est où va aller la liquidité. On parle beaucoup de macroéconomie, c'est très important, mais je pense que l'un des facteurs des fois qu'on a tendance à un petit peu sous-estimer, c'est où va aller un petit peu l'argent. Je vous rappelle que l'année dernière, il y a eu 1300 milliards de dollars qui se sont déversés dans les fonds monétaires. Aux États-Unis, ça rapporte du 5%. Ouais. Demain, les taux baissent. Les journaux ne le voient pas encore. Vous êtes rémunéré à 5. Demain, ça va à 4 ou à 3. Vous dites peut-être que finalement, 5% c'était bien, 3% c'est pas terrible. Le S&P, il fait 25% de performance. Je vais peut-être un petit peu réallouer sur les actions. Donc même le 5% aujourd'hui rémunéré du stock de 7 000 milliards de dollars de fonds monétaires, rien que ça, c'est 350 milliards potentiels, alors que l'année dernière, les actions n'avaient enregistré que 170 milliards de souscriptions. Vous voyez bien que cet effet, finalement, liquidité, peut avoir un effet encore sur les valorisations et la performance du marché, mais le déclencheur, ça va être aussi la baisse des taux. C'est typiquement ce qui fait peur à un banquier central américain comme Raphaël Bostic ou comme ceux qui plaident plutôt pour une Fed qui resterait peut-être en statu quo plus longtemps que ce qu'on imagine. L'effet de marché. L'effet de marché. Et déjà, depuis 4 mois, la détente des conditions financières est quand même puissante. C'est quand même un soutien pour la croissance et aussi peut-être pour la résilience de l'inflation. Mais demain, avec une baisse de taux, Raphaël Bostic, il parle de le risque d'une exubérance refoulée des investisseurs. On attend la première baisse de taux pour... repartir. Non, mais il faut toujours quelqu'un aussi pour être un peu le juge de paix, pour tempérer. La communication ne va pas être évidente. Oui, mais d'ailleurs, je rappelle que depuis 3 mois, les banques centrales n'ont fait que tempérer les attentes de marché. On attendait 7 baisses de taux quand on a commencé l'année. Si à 3 mois en arrière, on m'avait dit on n'aura pas 7 baisses de taux, mais 4 ou 3, tout le monde aurait dit, mon Dieu, c'est la fin du monde pour les actions, le S&P est en hausse encore de 10%. Donc, évidemment, la Fed le pilote relativement bien. Après, son mandat, c'est pas non plus d'avoir des taux réels beaucoup trop restrictifs. Aujourd'hui, quelque part, les taux réels, ils sont trop élevés. Elle ne veut pas non plus, à un moment donné, casser la machine. Ce n'est pas son mandat. Donc, accompagner finalement avec la baisse de taux, qui ne sera pour moi, c'est une normalisation. On n'est pas là à baisser, comme devrait le faire peut-être la BCE, qui est plutôt ici en mode et donc ça pourrait se faire très progressivement. Pour la croissance. C'est pas obligé, on n'est pas obligé d'avoir des baisses de taux à chaque meeting. Ça peut être moins linéaire que ça, d'une certaine manière. On va faire du 3 fois 50 BP dans l'urgence. D'ailleurs, si elle faisait 3 fois 50 BP, il y aura un problème.
Oui. Donc aujourd'hui, si elle peut le faire de manière linéaire et finalement que le marché l'accompagne, et puis on le voit, ça fait baisser aussi un petit peu la volatilité du marché obligataire. Ça bouge encore beaucoup sur l'obligataire, mais on a moins la volatilité qu'on a pu le connaître le dernier semestre. Moi, ce qui me choque encore aujourd'hui, quand vous mesurez la volatilité, par exemple, d'un ETF sur les treasuries américains à 10 ans, la volatilité est pratiquement 2 fois supérieure à celle du S&P. Donc finalement, le risque, il est où ? Oui, sur les actions. Pour des gérants un peu systématiques ou des portefeuilles équilibrés, effectivement, c'est une vraie question à se poser. La volatilité est beaucoup plus faible depuis un moment sur les marchés actions que sur les marchés obligataires. Parlons des marchés actions, du coup, Florent. Comment vous regardez la situation actuelle ? Donc, je le disais, c'est 17 records en 11 semaines pour le S&P 500. Alors, évidemment, quand on est au sommet... On peut battre de nombreuses fois des records. Donc, la question étant, est-ce que les records sont faits pour être battus ? Et est-ce qu'on est encore dans une ambiance où le potentiel plein des marchés actions n'a pas été totalement atteint ? La question qui se pose clairement, c'est est-ce qu'on est en euphorie, est-ce qu'on est en bulle, est-ce que les marchés sont trop concentrés ? J'ai beaucoup entendu parler de ça. Moi, je signale juste que les indices sont faits comme ça, en fait. Un indice, on fait rentrer les gagnants, on fait sortir les perdants, et on ne fait pas de rebalancement en pondération. Donc, si vous avez plus grosses capis qui montent, c'est sûr qu'elles prennent plus de place. Il y avait une étude de Goldman qui était assez intéressante, qui disait qu'effectivement, on avait 2 fois été autant concentré sur le S&P dans l'histoire, mais avec des valorisations qui étaient 2 fois plus élevées qu'aujourd'hui. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà, moi je vais plus parler de dispersion, ce qui est plutôt positif à mon avis, puisque je vois que le marché est toujours très discriminant dans son approche. Alors on le voit en surface sur les Magnificent Seven, Nvidia, Tesla, c'est le grand écart. Mais quand on creuse un petit peu, il y a de la dispersion un peu partout. D'un point de vue factoriel, si vous regardez les cycliques, vous avez les financières, la construction qui sont favorisées. De l'autre, l'énergie, les ressources de base, la chimie, le marché en veut toujours pas. Dans les défensives, la santé, ça c'est bien pour nous, va beaucoup mieux. De l'autre côté, vous avez les staples, le retail, tout ça qui est toujours mis de côté. Si je vais au sein des secteurs, vous avez aussi de la dispersion intra-sectorielle. Dans l'industrie, il y a des valeurs qui cochent un peu toutes les cases, qui sont à la fois exposées sur le renouvellement des infrastructures aux US avec les Bidenomics, mais qui profitent également de tendances très fortes comme la transition énergétique, la croissance sur les data centers, qui sont extrêmement consommateurs en énergie et qui fournissent beaucoup de chaleur. Donc, toutes les entreprises qui font de l'optimisation énergétique, ça marche bien. De l'autre côté, vous avez tout ce qui est machinerie industrielle, qui est en assez net ralentissement. Et même si je descends dans les sous-segments, donc j'ai parlé de la cybersécurité tout à l'heure, il y a du tri qui est fait. Et alors, le seul endroit où j'ai vu un peu d'exagération, c'est sur les semi-conducteurs, où le marché, jusqu'à il y a quelques semaines, faisait vraiment le tri entre l'IA, l'infrastructure, on sait pourquoi ça marchait. De l'autre côté, tout ce qui était auto, industrie, c'était un peu moins favorisé. Là, ces derniers temps, il a un peu embarqué tout le monde. D'accord. Moi, il y a un indicateur que j'aime bien, c'est le taux de participation que je surveille. Sur les semis, on est arrivé à 50% d'entreprises qui se comportaient mieux que leur indice de référence ou que leur secteur. Moi, sur cet indicateur-là, quand j'arrive à 35, déjà, c'est tendu. Donc, on a embarqué vraiment tout le monde. Donc un peu une petite euphorie passagère. Donc là, il y a une participation très très large, vous dites finalement, à la hausse des semis, trop large pour être justifiée. Pour que ça continue. Si très clair. Donc ça ne m'étonne pas, si vous voulez, si à un moment donné, il y a des mouvements de normalisation. Les valorisations se sont un petit peu emballées sur les semis, et puis j'ai vu des petites pointes d'exagération à certains endroits. Nous, on a participé à l'IPO de ARM. Ouais. Donc on est rentré progressivement pour 1% du fonds. Il y a quelques semaines, le titre a publié, il a doublé en 3 jours. Ça, c'est pas des comportements normaux. Non. Voilà. Donc il y a des poches comme ça, vous dites, il y a des petites poches, mais pour l'instant, c'est très isolé. Quand vous faites une analyse même granulaire du marché, il n'y a pas de bulle générale sur les actifs actions. Exactement. Le problème viendra le jour où tout monte à la même vitesse. Là, ça deviendra compliqué. Là, pour l'instant, le marché est encore discriminant, donc on reste constructif. Bon, sur la question de la bulle, puisque c'est la question qu'il faut poser, Alexandre, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce qu'il y a là aussi des poches de surchauffe bien identifiées à surveiller ? Est-ce qu'il y a le risque d'un emballement plus général ? Et puis c'est toujours la même question. Je rappelle que la bulle .com explose en mars 2000, mais que de 95 ou 97 à 2000, ça ne fait que monter, quoi.
Alors, je pense que le contexte, franchement, il est... Alors, oui, c'est un parallèle qui est facile à utiliser. Maintenant, les conditions sont quand même très différentes. D'une part, on n'est pas dans un cycle où la Fed a baissé ses taux. Enfin, c'est pas la Fed qui a déclenché cette bulle aujourd'hui. Donc là, le déclencheur, quelque part, ça a été aussi l'intelligence artificielle. On a remonté les taux quand même 11 fois. Donc on peut pas me dire que c'est ça qui crée une bulle. Je reviens à ce qui était dit sur les valorisations. On est 2 fois moins cher aujourd'hui comme en valorisation. Si on prend les valorisations des 10 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, effectivement, sur les 2 années à venir, elles sont à 27 fois. Ouais. Bon, on est loin des 50 ou des 80 qu'on a connus dans les années 2000. Cisco était à 100 de PE en 2000, quoi. Voilà. Et puis surtout, pour moi, la grande différence aujourd'hui, c'est que vous avez des sociétés qui sont extrêmement profitables. Moi, je les appelle les 7 fantastiques, en fait. Ouais. Elles ont quand même elles ont des taux de croissance de vente 4 fois supérieurs au reste de la cote et elles ont des marges 2 fois supérieures au reste de la cote. Donc, ce n'est pas aberrant de les payer un peu plus cher. Finalement, il y a un peu le phénomène de rareté. Et cette croissance, elle est délivrée tous les trimestres. C'est l'inverse de ce qu'on pensait sur la croissance américaine qui devrait aller en récession. Tous les trimestres, même une boîte comme Nvidia, qui est suivie par les meilleurs analystes du monde, est capable de vous sortir des résultats et de surprendre toute la cote et de prendre 270 milliards de capi en une séance. C'est absolument inédit. Donc, je dirais, tant mieux. Ce n'est pas une situation de bulle à ce stade. Il faut être vigilant, évidemment, au niveau stock picking. C'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour des gérants qui sont capables, effectivement, d'aller trouver des dossiers spécifiques et des pépites par ailleurs. Je pense que l'exemple qui était donné sur RM est un bon exemple. Mais aujourd'hui, on a quand même une petite diffusion qui est en train de s'opérer sur le marché. Maintenant, il y a la discrimination au sein des 7 fantastiques. Peut-être que demain, on les rappellera à ce que nous, on appelait à l'époque les 4 fantastiques. Les 4, oui, c'est ça. Oui, le nombre se réduit un peu à vitesse grand V. Voilà, mais ça veut dire que par ailleurs, il y a une diffusion. Le S&P 500, là, sur un mois, il fait 5%. Et ce qu'on appelle le S&P Equal Weight, celui qui n'est pas pondéré de la capitalisation, eh bien, il fait également même un peu plus que 5%. D'accord. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que quelque part, on a un petit peu de normalisation qui s'opère. Et ça, c'est plutôt ça. Et du coup, vous êtes sorti d'ARM On a pris les gains. Quand même la pause. On a pris les gains. Oui, c'est ça. Quand ça va trop vite, il faut que le risk management soit bien resserré. Est-ce que sur des marchés de crédit ou obligataires, est-ce qu'on trouve également des phénomènes un peu de surchauffe en regardant peut-être les spreads? Je ne sais pas, le high yield américain, c'est quoi, après 300 points de base de spread aujourd'hui, Franck? Oui, mais on a à peu près le même phénomène. Quand vous regardez les performances, en fait, depuis le début de l'année, les seules performances positives, vous les avez sur les marchés du crédit high yield. Ouais. La première performance, d'ailleurs, c'est le high yield. Qui est le plus proche du comportement des marchés actions, si je dis les choses un peu simplement. C'est l'actif risqué dans les marchés de crédit. Exactement. Le high yield en Asie, c'est plus de 5% de performance sur l'indice depuis le début de l'année. C'est énorme. Ça a été très vite. La chute avait été monstrueuse aussi. On avait perdu plus de 30% sur les 2 dernières années, donc c'était quand même assez cruel. Le high yield américain s'est très bien comporté aussi. Un peu plus d'1% de performance pour le high yield en zone euro. Donc... c'est bien, si on fait 1% de performance en 2 mois, 3 mois, c'est plutôt pas mal sur l'obligataire. Par contre, c'est vrai que les indices larges, Euro Aggregate, US Aggregate, sont négatifs en performance absolue. Alors pas de beaucoup, c'est du moins 0,5, moins 0,8, mais ça traduit quand même cette espèce de correction et cette volatilité aussi qu'on a eue sur les taux. Parce que les taux, effectivement, sont l'actif d'ajustement. C'est ça qui price les anticipations des banques centrales. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a été tellement dans l'excès en fin d'année, qu'on a un peu souffert en ce début d'année, mais enfin, soyons positifs, ça redonne aussi de la valeur. Oui, bien sûr. Et en fait, on avait très peur de ce qu'on a vu en fin d'année. Parce qu'une telle performance aussi concentrée en 2 mois, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on peut dire à nos clients qui ont peut-être raté de coche. Et on était passé de 5 à moins de 4 peut-être sur le 10 ans américain, c'est ça Oui, c'est ça, oui. On était à 5,10, 3,90. Oui, c'est ça. Sur 120 BP d'amplitude. Sur le plus haut, plus bas, en 2 mois. Donc c'est gros, quoi. C'est important. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les marchés de taux sont redevenus investissables. D'accord. Et là, chaque correction qu'on a sur de l'obligataire américain sans risque, c'est une occasion d'en remettre pour des clients, par exemple, qui auraient raté les points d'entrée. En fait, on est très très confortable avec aujourd'hui les anticipations de marché sur le calendrier Banque Centrale. Ça, c'est clé, parce que c'est ça qui génère la volatilité. Donc après, il faut aller chercher des stratégies de carry. Pas évident dans des courbes inversées, d'où l'intérêt du crédit et d'où l'appétit sur le crédit aussi. Parce que cette performance, ça ne s'est pas faite dans le vide.
il y a eu un appétit mais phénoménal sur les spreads. Ah oui. Oui, puis quand on voit le primaire aussi, ça donne des indications quand même. Plus de 30% d'émissions primaires par rapport à la même période l'an dernier. Alexandre, je voulais réagir. Oui, alors je rejoins sur le fait effectivement que les courbes d'intérêt étant inversées, il y a une opportunité effectivement sur l'obligataire. Je vois, nous en banque privée, les clients recherchent du rendement et il est certain que d'avoir des courbes obligataires inversées vous permet d'aller capter du rendement sur des parties 3-5 ans et éviter la duration longue qui est trop sensible finalement à la volatilité qui est trop élevée. Pour moi, l'une des énigmes encore, c'est finalement le point d'équilibre des taux longs. Les taux américains, effectivement, ils varient entre 4 et 4,20 actuellement. La vraie question, c'est comment ce niveau peut continuer à être maintenu. On a une réaccélération économique. On a quand même un trésor américain qui va devoir beaucoup émettre. Fort à parier que si on va sur une année électorale, les deux candidats, de toute façon, vont aller en surenchère à celui qui va rallonger le plus d'argent. Donc un déficit potentiellement américain encore plus élevé. On crée 1 000 milliards de dettes américaines supplémentaires tous les 6 mois. À ce rythme-là, on va être à 35 000 milliards au mois de juin. Donc, à un moment donné, quelqu'un va devoir acheter cette dette en face. Les investisseurs aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles à la rémunération que vous leur donnez. Fort à parier. Donc, cette volatilité sur le long, en tout cas, va continuer. Et que le point d'équilibre, en tout cas pour moi, sur les taux long terme américains, on n'y est pas encore. Non. Oui, puis en plus, une stratégie du Trésor qui a été quand même d'émettre massivement sur du très court, en réduisant un peu la taille des émissions longues, voire très longues. Donc, il y a un moment, il va falloir quand même que les prix de long terme s'ajustent aussi peut-être à d'autres programmes d'émissions. Ils ne vont pas pouvoir émettre que du T-bills pendant toute la vie. Ce sera un peu compliqué. Franck, oui, sur le risque Trump, c'est ça Non, mais pour rebondir là-dessus, en fait, c'est exactement notre analyse. Le premier facteur de risque dans nos portefeuilles obligataires, aujourd'hui, c'est le positionnement sur le compte des taux. La duration vient en 5e ou 6e position. D'accord. C'est absolument clé. Donc il y a la valeur sur ce qu'on appelle le belly, donc le ventre de 3-5 ans, c'est ça. Voilà. Le ventre mou de la courbe des taux. Sur la partie action, comment on gère alors, ou comment on profite de la dispersion du coup, pour reprendre votre analyse, Florent. J'imagine qu'il faut d'une manière ou d'une autre être présent sur la tech américaine, en tout cas ce qui est tiré ou tracté par la tech américaine. Comment on s'expose à cette thématique-là aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en plus, à côté ou en face, s'il faut se couvrir contre un risque à un moment peut-être de surchauffe. Ça ne va pas vous surprendre, mais je vais vous parler de santé. Parce que c'est un des grands thèmes d'expertise de Trecento, bien sûr. Et pour se diversifier, c'est bien. Nous, en plus, on s'attache à avoir une volatilité assez faible sur le fonds Trecento Santé. Donc, et puis, voilà, bon, il y a le risque électoral américain qui nous semble assez contenu. On ne voit pas Biden aller beaucoup plus loin que ce qu'il a déjà fait. Sur la santé, notamment. Sur la santé, d'accord. Oui, voilà. On va pas se refaire l'épisode Hillary Clinton. Non, disons qu'il a déjà fait beaucoup de choses. Il a annoncé pendant sa candidature actuelle encore des choses. Et pour que ça se réalise, déjà il faudrait qu'il soit élu. Et il faudrait qu'il y ait un sweep démocrate. D'accord. Donc c'est quand même beaucoup de signes. D'accord. Et de l'autre côté, si on a un Trump, je rappelle que quand Trump a été donc la menace est toujours récurrente pour la santé à chaque élection américaine, mais vous dites elle est peut-être un peu moins forte. Un peu moins forte parce cette fois-ci. Voilà, il a déjà fait beaucoup de choses. Et de l'autre côté, on a un Trump qui, je le rappelle, la santé est un des meilleurs performeurs sectoriels quand Trump est élu. Il y a quelques années. Et puis voilà, sinon sur la santé, vous savez que le secteur a pas très bien marché l'année dernière. Voilà, il y a des endroits... Mis à part Novo Nordisk et Lilly, effectivement, voilà, le reste a plutôt directé. Ça a été les deux arbres qui ont caché la forêt. Notamment, ces deux acteurs-là ont complètement disrupté la medtech, l'équipement médical. On est revenu sur des niveaux de valorisation très intéressants. Malgré le fait qu'il y ait déjà eu un petit rebond, il y a des niveaux de procédures qui reviennent à la normale, des effets Covid qui sont un petit peu nettoyés. Ça se voit également sur tout ce qui est life science, tout ce qui est outils à destination des laboratoires, organismes de recherche externalisés, où là aussi il y a des effets Covid qui ont été nettoyés, il y a un bottom d'activité qui arrive.
Et puis là aussi, il y a l'intelligence artificielle qui est là, qui va augmenter le nombre de découvertes de molécules, qui va raccourcir les procédures entre chaque phase de développement d'un médicament. Et ça, c'est typiquement un secteur où les effets de diffusion des nouveaux outils IA va se matérialiser et peut-être même déjà en train de se matérialiser. Sur la découverte des molécules, ça se voit pas encore parce que faire un médicament, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut commencer à anticiper. Mais il y a des choses comme le diagnostic, par exemple. L'imagerie médicale est très intéressante puisque ça se porte très bien au deep learning. Le deep learning a commencé à apprendre de la reconnaissance de chiffres, de lettres, et l'imagerie médicale se porte très bien au deep learning. Et donc, il y a des entreprises qui commencent déjà à profiter de ça. Ouais, c'est ça. Mais oui, l'intelligence artificielle va se diffuser dans la santé. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Nvidia qui disait que son premier client final sera le secteur de la santé. Ah oui. Voilà. Ça va être son premier marché adressable en client final. Ouais. Oui. Qui sera intermédié par d'autres acteurs. Intermédié par d'autres acteurs. On verra si Nvidia devient à un moment une boîte vraiment B2C ou s'il reste effectivement à fournir des grands groupes comme ceux qui le fournissent aujourd'hui. Comment on se diversifie? Comment on gère le risque de concentration dans les marchés quand on réfléchit en matière d'allocation globale, Alexandre? Écoutez, pour nous aujourd'hui, c'est un petit peu trouver des poches de valeur dans d'autres marchés. Difficile en fait de ne pas rester investir sur les marchés américains. Après, c'est comment on va le compléter. Nous, notre choix aujourd'hui, c'est plutôt les actions émergentes au sens large. Pour faire simple, vous avez une décote de 50% en termes de valorisation, mais vous avez une croissance des profits attendue de plus de 50% supérieure par rapport à l'indice américain. Et puis surtout, un marché qui est un petit peu déserté par les investisseurs institutionnels. C'est vrai que la Chine a fait beaucoup de mal aux émergents, finalement. C'est elle qui a embarqué toute la cote à la baisse. Beaucoup de gens aujourd'hui même raisonnent en fait sur les indices émergents ex-Chine. Bien sûr. Pour le sortir des benchmarks et de se dire, bon, c'est un je le prends plus en considération. Si jamais ça rebondit comme ça, je ne l'ai pas dans mon indice, personne ne va me dire que j'ai loupé le train. Néanmoins, on discutait tout à l'heure de l'Inde. Vous regardez, le poids de l'Inde a été multiplié par 5 en 5 ans. Il n'est pas encore tout à fait au même niveau que la Chine, mais il s'en rapproche. Donc on a un marché émergent global qui devient beaucoup plus diversifié, avec des poches où on trouve des dossiers très intéressants. On peut penser par exemple dans le semi-conducteur, Taïwan, des valeurs incroyables. En Corée, en ce moment, on a non seulement un marché qui se porte bien, et moi ce qu'on aime bien aujourd'hui par exemple en Corée, c'est que vous avez une réforme de la gouvernance des entreprises. Pas tout à fait ce qu'a fait le Japon avec Abenomics à partir de 2013, mais pas loin, de façon à un petit peu inciter les entreprises à faire du rachat d'actions, à payer plus de dividendes et arrêter de faire des investissements croisés entre elles. Et ça peut être un libérateur de valeur. Donc on voit que dans les marchés émergents, en tout cas pour nous, on retrouve en fait pas mal d'histoires spécifiques pays au sein de la zone émergente qu'on a bien complété dans les portefeuilles. Vous voyez de la valeur dans les émergents sur le plan obligataire aussi Oui, absolument. Oui, ça c'est un thème majeur. Enfin, historiquement, le signal pour la dette émergente, c'est le sommet sur la hausse des taux des banques centrales. Directeur Fed. Donc à plus ou moins 3 mois, c'est le signal qui a toujours marché. Et fondamentalement, c'est des pays qui ont enfin évidemment, il faut être extrêmement sélectif parce que c'est un ensemble vaste. Mais vous avez des excédents primaires. Vous avez donc des positions même budgétaires qui sont meilleures que les positions budgétaires en moyenne des pays développés, et notamment la zone euro. Il y a 10 ans et plus, c'était les 5 fragiles. C'était, on parlait des pays fragiles, émergents, des pays en crise, en déficit, jumeaux, etc. Ces situations-là, bilancielles, ont beaucoup changé. Absolument. Et en termes de diversification obligataire, donc je parlais de cette corrélation extrême en termes d'emprunt d'État. Donc là, il y a des opportunités qui se créent. Mais sur les devises également, regardez la volatilité. La volatilité sur les devises majeures, elle est pratiquement à son plus bas historique. Là aussi, il y a des choses à faire, parce qu'il y a des décalages conjoncturels, il y a des stratégies de banque centrale différentes. Donc, on est long yen, par exemple, on est long couronne norvégienne, on fund ça avec un peu d'euros et un peu de dollars, mais il y a pas mal de choses à faire, oui. Long yen, parce que la Banque du Japon va sortir des taux négatifs. Oui, ça, on y croit beaucoup. Et alors, il y a eu un rapport là, sur les salaires, des négociations salariales au Japon, qui est extrêmement positif. C'est exactement ce que voulait, en fait, la Banque du Japon. Donc, en fait, il y a des banques centrales qui ne veulent pas d'inflation, mais il y a la Banque du Japon qui veut de l'inflation. Et de l'inflation saine, un peu pérenne. On ne sait plus. Non, mais... Ça fait 25 ans qu'elle l'attend. Oui.
Mais même en zone euro, on partait, et même aux États-Unis, on est parti d'une séquence qui s'appelait la stagnation séculaire, la grande modération, etc., où les économies étaient à la recherche d'inflation pendant 10 ans. Le Japon, sortir des taux négatifs, est-ce que ça peut entamer la bonne marche du marché action japonais, Alexandre, ou est-ce que ça peut, je ne sais pas, créer une impulsion supplémentaire pour les actions japonaises qui ont comblé un gap de 34 ans? Enfin j'étais allé au Japon la première fois en 1990, donc je n'ai connu qu'un marché qui a baissé pendant 25 ans. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'aurais une vue un peu plus nuancée en fait sur la sortie de la Banque du Japon des taux négatifs. Je pense qu'honnêtement, elle va passer de moins 0,1 à 0. Est-ce que c'est un gros move? Je ne pense pas. Est-ce que c'est un changement de donne? Non. Je pense que la Banque du Japon peut être très patiente. Elle l'a dit à plusieurs reprises. Je ne pense pas qu'elle va s'embarquer dans une série de remontées de taux. Elle a vraiment cette volonté de s'assurer que l'inflation soit bien maintenant persistante. Elle n'est pas encore convaincue. On a des bons signaux. Maintenant, ce qui veut dire que dans cet environnement, effectivement, c'est plutôt positif pour les actions japonaises. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, il ne faut pas hedger, couvrir le risque de change. Et dit autrement, le yen peut continuer à rester faible dans cet environnement. Et acheter les actions japonaises, il faut prendre la décision également de se couvrir ou pas. Si vous ne couvrez pas votre risque de devise, finalement, l'année dernière, les actions européennes faisaient mieux que les actions japonaises. Donc, effectivement, sur la performance, en fait, organiquement sur le Nikkei, c'est génial. Mais quand vous êtes en euros, vous la ramenez dans votre performance, dans votre devise. Donc, il faut faire deux choix. Il faut la direction du marché et la décision sur la devise. Vous dites sur le yen, c'est pas évident qu'on ait un mouvement de réappréciation du yen qui soit majeur. Je pense que la réappréciation du yen, si elle devait venir, le déclencheur ne sera pas la remontée des taux de la Banque du Japon. Ça serait plus soit si on a un choc sur les marchés, parce qu'en général, c'est une devise de refuge, ou bien parce qu'on a, côté américain, une baisse plus prononcée des taux et le différentiel des taux devient un peu moins favorable pour les investisseurs en dollars. Bon. Quelques réponses la semaine prochaine, puisqu'on aura et la réunion de la Banque du Japon, 18 et 19 mars, et la réunion de la Réserve fédérale américaine, 19 et 20 mars prochains. Je rappelle au passage un décalage de seulement 5 heures avec la côte est des États-Unis, donc ça nous réduit un petit peu le lag entre les décisions américaines, la publication des statistiques, l'ouverture du marché américain, et nous, en France, l'ouverture est donc à 14h30 désormais, et à 21h pour la clôture pendant les prochaines semaines. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Franck Dixmier, Allianz Global Investors, Alexandre Drabovic, Indosuez Wealth Management et Florent Martini, Trecento Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des dividendes avec les résultats de l'étude trimestrielle de référence menée par Janus Anderson depuis des années maintenant. Chaque trimestre, je le disais, qui est le baromètre des versements de dividendes dans le monde. On a donc la vue du quatrième trimestre et la vue de l'ensemble de l'année 2023. Charles-Henri Herman est à mes côtés en plateau pour nous livrer quelques détails de ce baromètre. Directeur du développement France, notamment chez Janus Anderson. Bonsoir Charles-Henri. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. La vue globale de 2023. Bon, on sort de la discussion de marché, on parle de records partout sur les indices boursiers. Évidemment, ça se retrouve dans la livraison, les versements de dividendes mondiaux pour 2023, niveau record. C'est vrai, on ne peut pas le nier, c'est un record cette année 2023 au niveau des versements de dividendes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très forte disparité au niveau des dividendes, au niveau des secteurs, au niveau des géographies, on va y venir un petit peu plus en détail. Ce qui est à noter, c'est que c'est un record mondial, mais c'est exactement aussi un record dans de nombreux pays. Plus de 22 pays ont atteint leur record de dividendes sur cette année 2023. Voilà. Alors avant de rentrer dans le détail, ce que j'aimerais faire, c'est aussi jeter un œil au top 10. Je ne sais pas si vous pouvez le projeter, le top 10, mais c'est assez intéressant. Non, on l'aura pas. On l'aura pas. C'est pas grave. Tant pis, je vais essayer de le décrire. La société BHP, elle était en tête 2021-2022. On voit qu'il y a un grand changement d'un point de vue sectoriel. BHP, on sait, société minière, a réduit énormément son dividende. Ce qu'on voit dans le top 10, c'est qu'aujourd'hui, c'est dominé par Microsoft. Est-ce que ça va nous étonner ? Pas forcément, c'est une société technologique qui a bénéficié notamment de toutes les évolutions sur l'intelligence artificielle. Deuxième fait assez marquant, deux sociétés
les 2 premières sociétés sont 2 sociétés technologiques sur les meilleurs payeurs de dividendes sur cette année 2023. Donc on a Microsoft et on a Apple, donc 2 des Magnificent Seven, comme on appelle ça. Donc ça, c'est une première historique. Des valeurs de rendement aujourd'hui, je le dis, mais on en parle depuis longtemps avec vous, ce sont des valeurs de rendement aujourd'hui. Voilà, et on peut voir le changement, si on se souvient, en fait, il y a plus de 10 ans, ils n'apparaissaient pas dans ce top 10, voire dans ce top 15. Bien sûr. Voilà, ils sont apparus, la première fois c'était Microsoft en 2014, donc il y a 9 ans dans ce classement. Voilà. Et ils ont monté maintenant, ça fait depuis 2017, si on regarde, que les 2 sont dans le top 10, top 5 des meilleurs dividendes. Donc effectivement, une évolution d'un point de vue sectoriel. Maintenant, il ne faut pas s'y tromper, ils ont pris la place, mais les gros poids lourds sont toujours là. On va retrouver ExxonMobil, on va retrouver Chevron en 11e position, on va retrouver JP Morgan au niveau des bancaires, on va retrouver China Construction dans ce top 10. Donc, les mastodontes sont toujours là. Il y a eu Saudi Aramco aussi, je crois. C'est pour l'an prochain qu'ils versent le dividende. Voilà, alors c'est un dividende exceptionnel qui a été fait en Arabie Saoudite sur une banque. C'est un peu spécial. C'est pas encore intégré de manière complète dans cette étude parce que c'est une vision qui est trop court-termiste pour pouvoir avoir une analyse plus long terme. Même sans ça, de toute façon, ces records en série, et effectivement, vous le disiez, plus d'une vingtaine de pays dans le monde qui ont connu un déversement de dividendes record de la part de leurs entreprises cotées. Je le rappelle, c'est l'univers d'analyse de cette 1800 plus grandes entreprises. Ouais, c'est ça. Voilà. Très bien de repréciser un peu l'univers d'analyse de cette étude de référence. Sectoriellement, effectivement, vous avez un petit peu déjà donné quelques billes. La tech, l'énergie, les mines, et puis le secteur bancaire. Le secteur bancaire qui reste dominant, on le sait, c'est un secteur dominant. Il représente 26% des dividendes qui sont payés sur cette année 2023 en termes de montant. Ouais. D'accord. Et en termes de croissance, il représente la moitié de la croissance des dividendes. Il y a une logique derrière ça, un environnement très favorable aux banques pour 2 raisons. D'abord, évidemment, l'augmentation des taux d'intérêt qui augmentent leurs marges, ça on le sait, mais aussi toujours cet effet rattrapage des banques qui avaient fortement diminué leurs dividendes. Donc si on parle de croissance, on compare 2 chiffres, un pourcentage, et donc fortement ce rattrapage augmente le chiffre de la croissance des dividendes sur le secteur bancaire. Mais il n'y a pas eu que le secteur bancaire. Si on regarde dans les impacts positifs, dans les impacts négatifs d'abord, le secteur minier, on en a parlé tout à l'heure, le secteur minier, notamment BHP, mais d'autres sociétés, c'est la plus grosse baisse. Et finalement, l'augmentation du secteur bancaire est quasiment compensée entièrement par la baisse du secteur minier. D'accord. Cette baisse représente 23 milliards sur cette année 2023 par rapport à l'année 2022. Donc on voit qu'il y a eu un fort impact. Ça représente une baisse de plus de 11% des dividendes qui sont versés sur le secteur minier. Le secteur des technologies, on en a parlé, c'est un secteur qui s'installe maintenant, qui représente une hausse d'environ une dizaine de %. Mais c'est pareil, c'est un secteur qui est très fort, mais qui est très localisé. C'est surtout sur les États-Unis et sur la zone américaine, finalement, qu'on voit cette croissance. On a beaucoup moins de sociétés technologiques sur les autres régions du monde. Enfin, de manière plus globale, on voit que cette croissance est très diversifiée. On peut citer le secteur automobile, le secteur du luxe, le secteur de l'alimentation, de l'ingénierie, donc beaucoup de secteurs. Et finalement, ça représente quoi? On se dit la diversification qu'il faut avoir dans un portefeuille financier, peut-être. Oui, effectivement. Oui. On a vu, dans l'automobile, alors il y a les dividendes, il y a aussi les rachats d'actions, mais voir des boîtes automobiles qui ont lancé des programmes de rachat, GM aux États-Unis, Stellantis en Europe, ce qu'on n'imaginait pas ou qu'on n'avait pas vu depuis je ne sais combien d'années, en tout cas dans cette ampleur-là. Sur le plan géographique, est-ce qu'il y a des éléments particulièrement notables? Vous disiez, il y a quand même beaucoup de pays dans le monde qui ont connu des niveaux records de versement de dividendes. Oui, c'est exact. 86% des entreprises dans le monde ont augmenté leurs dividendes sur l'année 2023. Et finalement, si on regarde du côté négatif, c'est très faible. Il y a surtout 5 grosses entreprises qui ont fortement réduit. Et ça, c'est à noter. BHP, Petrobras, Rio Tinto, AT&T et Intel. Ces entreprises représentent depuis des années des mastodontes, vraiment les plus gros payeurs de dividendes sur les 10 dernières années. Et finalement, on voit que même malgré cet impact très fort des baisses et des baisses très fortes, on voit que BHP se situe toujours dans le top 10 des gros payeurs de dividendes. Donc malgré tout, ça reste des sociétés qui restent très importantes sur notre indice de dividendes. Ça, c'est le premier point. 22 pays, je le disais tout à l'heure, qui atteignent des records sur cette année. On citera les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Italie. Si on cible maintenant un petit peu plus sur l'Europe, hors Royaume-Uni, l'Europe a été un très gros promoteur, payeur de dividendes et donc de cette croissance. Ça représente 40% de l'augmentation de la croissance mondiale. L'Europe en elle-même. En Europe, les records, c'est Suisse, Italie, Espagne, Norvège, France,
Allemagne. Voilà, donc une grande partie des pays européens qui atteignent leur record. Et l'ensemble des versements de dividendes, c'est 300 milliards pour l'Europe hors Royaume-Uni. Japon, malgré la faiblesse du yen, représente un très fort contributeur aussi. Oui, parce que l'étude est en dollars, hein, c'est ça. L'étude est en dollars, oui. voilà. Donc après, c'est toujours cette notion de dividendes sous-jacents, dividendes globaux qui prennent en compte l'effet de change selon les métriques que l'on regarde. Les États-Unis, c'est aussi, en termes de montant, une forte région qui a contribué à cette croissance. Mais attention, en termes de pourcentage, finalement, ils apparaissent plus faibles puisqu'ils sont à un niveau de 5%, qui est une croissance de manière assez régulière sur les États-Unis. Les marchés émergents, de leur côté, ils ont une croissance de 8%, donc c'est très important. Mais il y a des grandes disparités sur les marchés émergents. C'est 166 milliards, les marchés émergents, en termes de versement de dividendes. Ouais. Mais attention, on voit de fortes disparités. Par exemple, le Brésil est négatif, notamment avec Petrobras, bien sûr. Exactement. La Chine, on sait que la Chine a eu quelques difficultés, notamment d'un point de vue économique en général. Donc même si les banques chinoises ont continué à payer des gros dividendes, au niveau des dividendes des secteurs immobiliers, ça a fortement baissé. Donc voilà, différents pays, différentes zones, différents impacts. Et la France qui connaît également une année record, qui est même leader en Europe dans le versement de dividendes. C'est ça, Charles-Henri? Exactement. La France, leader, avec 63 milliards, une augmentation de 10,3% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est une très, très forte augmentation. Mais on focalise beaucoup sur la France. Attention, c'est juste devant l'Allemagne, quand même. L'Allemagne, c'est 59 et quelques milliards, avec une croissance de 9,6. Donc, oui, c'est la France qui est leader, mais on est quand même juste devant l'Allemagne. Oui. Alors là où c'est impressionnant en France, c'est 97% des entreprises françaises ont maintenu ou augmenté leurs dividendes en 2023. Donc là, on voit que c'est très très fort. Et finalement, on pourrait se dire, est-ce que c'est le secteur financier ? Non, pas spécifiquement en France. C'est pas le secteur financier qui a tiré cette croissance. C'est varié sur différents secteurs, notamment sur le secteur du luxe avec L'Oréal, avec Hermès, mais aussi sur l'aérospatial avec Safran par exemple, ou dans le génie civil avec Vinci. On voit qu'il y a plusieurs secteurs, et notamment sur le secteur aussi industriel, notamment avec Engie, par exemple, qui a versé un très très fort dividende exceptionnel sur cette année 2023. Ça montre bien, et je le dis, c'est quand même le reflet d'une génération de cash flow qui a été historique de la part de ces grandes entreprises cotées en France, en Europe et dans le monde. C'est bien la génération de cash flow qui permet aussi le versement de ces dividendes records. Oui, c'est ce qu'on voit, et c'est ce qu'on va voir dans une seconde sur nos prévisions pour l'année prochaine, en fait. Même tout de suite, Charles-Henri. Voilà, finalement, il y avait quand même un pessimisme assez important l'année dernière, en 2023, sur l'économie. Est-ce qu'on va avoir un hard landing, un soft landing? Est-ce qu'on va rentrer en récession? Ou récession des profits. C'est quand même quelque chose qu'on attendait sur les marchés. Et finalement, les sociétés se sont beaucoup mieux tenues que ce que l'on attendait de manière générale. Ça explique potentiellement la bourse qui est très positive depuis quelques mois. Et pour les dividendes, c'est pareil. Finalement, les entreprises ont des meilleurs résultats. Ça veut dire que leurs cash flows sont meilleurs, leur cash c'est meilleur. Donc, ils versent plus de dividendes. Donc, c'est ce qu'on a pu voir. Il y a deux phénomènes. Plus de dividendes qui sont payés et aussi plus de programmes de rachat d'actions. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, le quatrième trimestre, c'est vraiment cette preuve, puisque le quatrième trimestre, aujourd'hui, c'est un record. On a une augmentation sous-jacente de 7,2%, donc qui est supérieure finalement à la moyenne annuelle, qui était de l'ordre de 5%, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon. Donc on verra, à valider, mais 24 s'annonce, c'est ce que l'on disait tout à l'heure en bourse, chaque jour un record est battu. Oui, quand on est au sommet, chaque jour positif est un nouveau record battu, et donc on peut imaginer que 24 s'inscrivent dans cette lignée de 23. Oui, on est plutôt optimiste pour l'année 2024. D'après nos études, on pense qu'on va atteindre le chiffre de 1720 milliards de dividendes payés dans le monde. On était à 1660, là, c'est ça. D'accord. Voilà, donc c'est une hausse d'environ 5% de manière sous-jacente, 4% de manière globale en prenant les dividendes exceptionnels et l'effet de change. Et on reste sur la même tendance que l'on a vu sur cette année finalement en termes de croissance. Alors d'un point de vue sectoriel, évidemment, il va y avoir différents impacts. On pense qu'effectivement les banques, la croissance au niveau bancaire sera peut-être moins importante. En revanche, on pense que la baisse que l'on a vécue sur le secteur pétrolier, sur le secteur minier notamment, forcément, on part de valeurs plus basses, donc cette croissance ou cette décroissance va être plus faible. On va revenir peut-être vers des niveaux de croissance, notamment parce que le prix des matières premières se stabilise, le prix du pétrole se stabilise aussi. Voilà. Et puis on sait très bien aussi que les dividendes, dans le temps, sont nettement moins variables que les bénéfices des sociétés. Et oui.
Merci beaucoup. Un dernier point peut-être à dire. rapidement. Le trimestre prochain, ça va être notre étude annuelle sur les programmes de rachat d'actions. Ah. On avait démarré l'année dernière. Pardon. Très Et donc, intéressant. Le trimestre prochain, Et oui. on parlera des programmes de rachat Dans le d'actions. retour de cash aux actionnaires, il y a la partie dividende et il y a les rachats d'actions. C'est déjà très, très inscrit dans la logique anglo-saxonne américaine et en Europe de plus en plus également. Hein, c'est ça. Ouais. À suivre. Merci beaucoup Charles-Henri. Charles-Henri Herrmann qui était avec nous pour les détails de cette étude concernant l'ensemble de l'année 2023 des versements de dividendes dans le monde. Charles-Henri Herrmann, directeur du développement France chez Janus Anderson.